Le journal télévisé avec Christophe Chez ce soir, la situation des personnes sans abri sur Nîmes à l'approche de l'hiver, le départ de Stéphane Auvray du Nîmes Olympique et Damien Alary qui s'exprime sur les élections régionales et non pas générales comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est une partie des titres que vous allez développer, Christophe. En effet, Patrick, bonsoir à toutes et à tous. On ouvre ce journal avec l'officialisation d'un départ, donc. Arrivé au Nîmes Olympique en juin dernier, Stéphane Auvray a convenu d'un commun accord de résilier son contrat qui portait pourtant pour 2 saisons. Dans un communiqué commun, le président Jean-Louis Gazeau et Stéphane Auvray, que l'on voit ici à l'image, expliquaient en fin de matinée que cette décision du joueur était strictement personnelle. Un communiqué dans lequel le club remercie le joueur natif de la Guadeloupe et lui souhaite beaucoup de réussite pour son futur. Rappelons que Stéphane Auvray, qui évoluait au poste de milieu offensif, a disputé les 11 premières rencontres de la saison au niveau olympique, soit 8 matchs en Ligue 2 et 3 rencontres de coupe. Stéphane Auvray qui a participé cet après-midi à l'enregistrement de l'émission Croco Hebdo qui sera diffusée ce soir sur Télé Miroir à partir de 21 h. Je vous propose de l'écouter concernant ce départ inattendu du Nîmes Olympique seulement 4 mois après son arrivée. Alors, ce qui se passe, je tiens à préciser d'abord que ça n'a rien à voir avec le domaine sportif. C'est vraiment extra sportif, c'est personnel. Donc que les gens s'arrêtent tout de suite. Pas de spéculation. Pas de spéculation, pas de conclusion hâtive. Ça n'a rien à voir avec le domaine sportif parce que je suis venu ici il y a 2 semaines sur ce plateau. On a évoqué la situation qui était très bonne, qui est très bonne. Donc c'est vraiment une décision personnelle qui n'était pas forcément prévue. Et je remercie d'ailleurs les dirigeants parce qu'ils ont été compréhensifs. Et je pense que ça n'aurait pas été le cas partout ailleurs. Et par rapport à ça, on a réussi à trouver un terrain d'entente pour qu'ils puissent me libérer. Voilà, ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, puisque bon, ils n'étaient pas du tout dans leur intention de vous voir partir. Ça oblige à reconsidérer un peu le groupe, forcément. Pour rassurer tout le monde, on peut dire aussi qu'ils ne partent pas pour un autre club, en tout cas dans l'immédiat, quoi. Non, pas du tout. C'est pas l'objectif pour le moment, on n'est pas du tout là. Pour le moment, j'ai d'autres prérogatives qui sont pas du tout sportives ni footballistiques. Je vais m'y atteler, je vais essayer de mettre certaines choses en place chez moi aux Antilles par rapport à la situation actuelle et puis ensuite on verra bien de quoi la vie sera faite. Voilà les images, Christophe, vous avez la tête de ce sympathique joueur du Nîmes Olympique. Vous avez vu le Rasta, ça me va bien. C'est quelque chose. Il faudra peut-être le proposer à Pierre-Paul Castelli. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il sera le premier à signer dès demain pour une coupe pareille. Allez, on va redevenir sérieux. En plein cœur de l'automne, les associations humanitaires poursuivent leur mobilisation afin de venir en aide aux personnes les plus démunies. À Nîmes, l'association La Table Ouverte poursuit son action en direction de celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un repas. Outre l'accueil et l'écoute, les bénévoles doivent faire face à la détresse des personnes qui passent la porte de l'association, une entité qui évoque clairement les difficultés rencontrées par les organismes humanitaires en termes de soutien financier. Les explications d'Alain Bonnet. Bien que l'hiver dans notre région n'a pas encore montré le bout de son nez, le dispositif d'accueil hivernal des personnes sans abri a été activé depuis le 1er novembre. Par contre, les personnes en précarité continuent d'affluer dans les centres tels que la Table Ouverte, car un bon repas, cela réchauffe le cœur. Notre vocation, c'est d'aider les gens qui sont dans la difficulté, et malheureusement ils sont de plus en plus nombreux. Et notre activité consiste essentiellement, le plus, à faire un repas, à proposer un repas complet, un vrai repas, un repas chaud, préparé par notre cuisinier. Tous les jours, à midi, on fait une soixantaine, entre 60 et 70 repas. Créée il y a presque 24 ans par Odile Azeman, cette association permet aux plus démunis, car bien souvent seuls, de retrouver un peu de dignité et de convivialité autour d'un bon repas chaud. Il vous fait le plus mal ici lorsque vous voyez des gens arriver demander un repas? De penser que s'ils font le pas pour venir ici, que c'est quand même pas une bonne chose. Eh bien, c'est qu'ils ont des gros problèmes. Alors, les problèmes finissent pas. Odile regrette la solidarité d'antan et pense que l'insertion devient difficile, toujours plus de misère et de moins en moins de subventions pour Table Ouverte. Nous sommes très en souci en ce moment parce que la DAS supprime les subventions à 14 associations humanitaires, dont nous, et si vraiment c'est pas rétabli,
on ne pourra pas continuer le restaurant. Parce Vous lancez un appel, si je comprends bien. Oui. Alors, tout d'un coup, ils suppriment, ils disent on s'occupe principalement du logement. Alors, quand on a le logement, on n'a pas besoin de manger. Hélas pour beaucoup, Table Ouverte risque peut-être un jour de fermer, mais pas pour les mêmes raisons évoquées par Odile Hazeman. Si on fermait Table Ouverte, je serais bien contente. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de pauvres. Mais malheureusement, il y en a toujours. Et nous allons évoquer une page un petit peu plus politique avec jeudi la sortie du premier livre de mémoire de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui sortira donc. Son titre « Chaque pas doit être un but », un ouvrage de 500 pages qui fait un portrait au vitriol des anciens alliés et rivaux politiques de Jacques Chirac et au point de son amertume à l'égard de son successeur à l'Élysée. Un livre qui n'évoque pas les faits pour lesquels Jacques Chirac devra comparaître dans moins d'une semaine devant la justice, mais qui égratigne l'actuel président de la République, Nicolas Sarkozy, présenté comme, je cite, un homme nerveux, empressé et avide d'agir, dont la défection avant la présidentielle de 1995 ne le laissa pas indifférent. Jacques Chirac qui revient par ailleurs sur ses débuts en politique, ses premiers pas à gauche, qui le virent notamment à 18 ans distribuer le journal communiste L'Humanité. Dans le collimateur également de l'ancien président, notre ancien locataire de l'Élysée, en la personne de Valéry Giscard d'Estaing, décrit comme hautain, ou encore l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, candidat malheureux à la présidentielle de 1995, est présenté comme un calculateur froid et au raffinement acéré. Jacques Chirac qui rend par ailleurs hommage au président François Mitterrand pour, je cite, sa finesse de jugement. Voilà quelques-unes des bonnes pages à découvrir dans cet ouvrage, donc à sortir jeudi. C'est en fin de matinée qu'a été inauguré à Nîmes le service administratif régional de la Cour d'appel à l'espace Chatignolles. Un bâtiment particulièrement visible sur le boulevard Sergent-Trière et au sein duquel deux services vont désormais cohabiter, celui de la Cour d'appel, mais également celui de l'aide départementale aux personnes âgées et handicapées, qui concerne près de 20 000 Gardois. Aux yeux du président du Conseil général du Gard, Damien Allary, un lien existe entre ces deux entités de services publics regroupées dans un établissement qui a dû repenser son aménagement ainsi que son mode de fonctionnement. Les explications avec Olivier Michel. Édifié à la fin du 19e siècle, complètement réhabilité en 2004 et propriété de la cave jusqu'en 2007, l'hôtel particulier du numéro 38 du boulevard Sergent-Trière est désormais la propriété du Conseil général du Gard. Rebaptisé l'espace Chantignolles, du nom d'un madrier supportant la charpente, il accueille le service départemental des aides aux personnes âgées et handicapées depuis juin, mais aussi les services administratifs de la Cour d'appel. Ça a permis au pôle de l'instruction, qui est allé à la place du service régional avenue Fauchère, de pouvoir se maintenir à Nîmes. Donc c'est à la fois une opération intéressante pour nos propres services à nous, pour les personnes âgées, et la direction de la solidarité. Et c'est en même temps une opération intéressante pour la justice, qui est au plus près des citoyens, et d'avoir ici le service régional des affaires administratives de la Cour d'appel de Nîmes, ce qui a permis l'installation du pôle de l'instruction. Voilà. Depuis le 1er mai 2009, entre la moitié du premier étage et la totalité du second, ils sont donc une vingtaine à gérer et centraliser la gestion de 42 sites judiciaires répartis sur les 4 départements du Gard, du Vaucluse, de la Lozère et de l'Ardèche. Alors le service administratif régional, si vous voulez, c'est l'organe de soutien des chefs de cour. Si vous voulez, c'est un peu comme un secrétaire général de préfecture. C'est-à-dire qu'il assure toutes les dépenses d'entretien immobilier, les dépenses de la masse salariale, l'informatique des juridictions, tout l'aspect immobilier, l'entretien immobilier. Là, je vous l'ai dit, nous avons 42 sites judiciaires qui sont espacés, donc il y a nécessairement des travaux, des réparations, des devis. Donc ce service est là pour nous mobiliser et pour nous faire arbitrer, si vous voulez, toutes les décisions sur toute la vie de la Cour d'appel. Acheté 1 600 000 €, l'espace Chantignolles est donc partiellement loué au ministère de la Justice. Une opération qui devrait s'équilibrer financièrement et ne plus rien coûter d'ici 15 ans. Et le président du Conseil général du Gard, Damien Allary, qui surveille les tractations en coulisses concernant la désignation de la tête de liste socialiste en Languedoc-Roussillon pour les régionales. Les militants PS, vous le savez, ont désigné Didier Codorniou comme tête de liste, l'un des principaux soutiens de Georges Frêche.
Ce dernier devrait laisser sa place au président sortant du conseil régional en vue du prochain scrutin. Reste que la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, doit encore valider cette tête de liste en Languedoc-Roussillon. Pour le président du département, cette désignation semble pourtant logique dans la mesure où elle respecte le vote des militants. Je vous propose d'écouter Damien Alary au micro d'Olivier Michel. Bah écoutez, pour moi c'est quasiment terminé. Fresh doit être notre tête de liste. Les militants se sont prononcés dans cette région à travers Didier Codorniou, le premier des socialistes, mais dans une clarté très grande, sur Didier Codorniou étant le représentant du président sortant de la région, qui n'est pas au Parti socialiste. Mais nous on a eu 70%, c'est clair sur son nom de M. Codorniou, mais également c'est sur le nom de M. Fresh. Alors nous devons, je crois, rencontrer Martine Aubry très prochainement, on m'a fait dire dans la deuxième quinzaine de novembre. Nous allons, avec les présidents de conseils généraux, en tous les cas M. Bourquin et moi-même, plus les secrétaires fédéraux de département, nous allons rencontrer Mme Aubry pour lui dire que les militants s'étant prononcés, on souhaite que M. Fresh soit notre tête de liste au niveau régional. Vous êtes sûr que Martine Aubry va donner son aval? Bah écoutez, je ne vois mal comment Martine Aubry nous dit je suis celle et j'ai confiance en Martine Aubry, je le lui ai dit il y a un mois. Martine Aubry veut rénover le parti, veut donner la parole aux militants. Je crois qu'elle le fait très bien, elle l'a prouvé. Et je vois mal comment, aujourd'hui, après un vote qui a eu lieu sans histoire dans cette région, 70% c'est pas rien, comment elle pourrait maintenant dire mais vous l'avez pas fait. Donc j'espère qu'on pourra, dans ces conditions-là, réunir l'ensemble des conditions pour conserver la région à gauche avec le président de la région sortant, M. Fresh. Et au conseil régional Languedoc-Roussillon, le vice-président Jean-Paul Boré a réagi à l'annonce faite hier de l'acquisition de parcelles par le Conservatoire du littoral à Salins-des-Girons. Nous l'évoquions dans notre édition d'hier soir. Dans un courrier co-signé avec le conseiller général Patrick Bonton, Jean-Paul Boré fait part de son opposition à cette acquisition qu'il considère être comme une opération financière pour les Salins du Midi, soulignant que les 55 millions d'euros versés étaient supérieurs au budget annuel du Conseil des rivages. Jean-Paul Boré et Patrick Bonton qui réclament donc à Michel Molly, le président du Conservatoire du littoral, de surseoir à la décision d'engager les négociations avec les Salins du Midi jusqu'à une nouvelle consultation des membres du Conseil des rivages. C'est aujourd'hui que la 6e brigade légère blindée a investi la chapelle des Jésuites pour proposer une exposition de photographie mettant en scène le quotidien de ces soldats. Présents à l'étranger, les soldats et les hommes de cette brigade ont souvent eu l'occasion de porter secours sur le territoire national. L'exposition proposée jusqu'au 15 novembre prochain, mais notamment en exergue les instantanés pris lors des dernières inondations dans le département du Gard, avec l'aide spécifique apportée en direction notamment des sinistrés. Tour d'horizon de cette exposition avec Alain Baudet. À la chapelle des Jésuites, la 6e BLB propose une exposition pour fêter son 25e anniversaire. L'occasion de faire découvrir au grand public cette brigade qui s'est distinguée sur tous les fronts, civils ou militaires. 6e brigade légère blindée, dont l'état-major est basé à Nîmes, fête cette année ses 25 ans d'existence. À cette occasion, le général commandant la brigade a souhaité offrir aux Nîmois une exposition photo pour témoigner de nos actions, de nos missions en France et à l'étranger. Présent au Kosovo, au Liban, en Somalie ou en Afghanistan, la 6e BLB dans notre région a également répondu présent lors des inondations, prouvant ainsi le soutien aux populations civiles. L'action de l'armée française ne se résume pas à des missions à l'étranger. Nous avons également différents rôles, différentes missions en France, que ce soit par exemple pour la sécurité avec des missions Vigipirate, mais également d'aide à la population. Et malheureusement, avec le Gard, nous avons régulièrement eu l'opportunité d'apporter notre aide, que ce soit lors de tempêtes
ou les inondations de décembre 2003, voire 2004. Plus de 200 photos lors de cette exposition retraçant la vie au quotidien de ces soldats de la 6e BLB. L'exposition, la majorité des photos sont des photos contemporaines d'aujourd'hui, mais il y a également quelques photos un peu plus anciennes, puisqu'un photographe professionnel, José Nicolas, a eu la courtoisie de nous offrir ses meilleurs clichés, 30 photos qui sont un peu plus anciennes parce qu'il y a des photos par exemple de la guerre du Golfe, du Kosovo et de la Bosnie. C'est un reportage comme un autre, ça peut être un reportage en France sur un fait de société, sauf que là on se retrouve dans des zones qui sont des zones de guerre, quoi. Donc c'est un peu différent, l'approche est différente. Si vous désirez découvrir la 6e BLB à travers une belle exposition, c'est à la chapelle des Jésuites qu'il faut se rendre du 4 novembre au 15 novembre inclus. Et rappelons que la 6e brigade légère blindée, dont l'état-major se situe à Nîmes, compte 6000 personnels avec 5 régiments et une compagnie de transmission. On a appris en fin d'après-midi la disparition de l'écrivain et anthropologue Claude Lévi-Strauss à l'âge de 100 ans. Il était considéré comme l'un des plus grands écrivains du siècle dernier. Et puis toujours au chapitre nécrologie, dans les Bouches-du-Rhône, on a appris ce matin le décès de l'ancien maire socialiste d'Istres, Bernardin Laugier. Il avait été le premier adjoint du maire Jacques Siffre pendant de nombreuses années, maire de 1998 à 2001. L'ancien édile est décédé la nuit dernière à l'âge de 88 ans. Prédécesseur de François Bernardini, Bernardin Laugier avait également été conseiller général du canton d'Istres Sud. Vous le savez, ce soir sur Télémiroir, c'est soirée de football à partir de 21h avec Rocco Hebdo. Patrick, mais je crois qu'on peut repréciser à nos téléspectateurs qu'il y aura également de la course camarguaise, puisque en première diffusion, il y a eu noir et blanc, mais le mardi soir, on retrouve aussi noir et blanc en rediffusion. À 22h45, Christophe, et bien sûr avant le derby, le Nîmes Olympique AC ou AACA du week-end dernier. Et le match nul arraché par le Nîmes Olympique à la dernière minute. Alors on ne va pas parler de football, mais on va revenir au chapitre dans lequel vous excellez, Patrick, à savoir la course camarguaise, puisqu'en guise de dernier chapitre à ce journal, nous allons évoquer un petit peu le monde de la bouvine, et avec ces images, vous allez le voir, qui datent de 2008, et que vous ne reverrez certainement pas cette année, celle de la soirée des prestiges, qui réunissait traditionnellement le petit monde de la bouvine lors d'une cérémonie d'hommage et de remise de trophées. On voit ici la dernière soirée qui s'était déroulée à Arles. L'édition 2009 devait prendre pour cadre le gymnase de Beaucaire le 21 novembre prochain afin de récompenser les acteurs de la saison de course camarguaise. Celle-ci n'aura pourtant pas lieu, annonce faite ce matin par la Fédération française présidée par Henri Itier. Une annulation qui tient compte, je cite, des événements et de l'état d'esprit qui ont jalonné la saison, en plus de raisons logistiques. Fin de citation. On voit sur ces images, Patrick, la soirée de 2008 à laquelle vous aviez notamment participé et au cours de laquelle vous aviez, on va le voir sur ces images, remis un prix. Oui, le prix du meilleur raseteur de la saison dernière qui était attribué en 2008. Comme d'ailleurs en 2009, on l'a vu dans noir et blanc tout à l'heure, c'est Benjamin Billard. Mais là, c'est le trophée des raseteurs avec Frédéric Joquet. Benjamin Billard qui a été élu encore cette année meilleur raseteur de la saison par les internautes et les gens qui votent pour élire les taureaux et les raseteurs du mois. À l'avenir, ça aura été Mathieu Schuller. Et puis, côté taureau, c'est Rodin Desbaumel qui a été élu meilleur taureau de l'année, Télémiroir. Et à l'avenir espoir, c'est deux taureaux qui auront gagné chacun 2 mois, Saint-Rémois de la manade Femme Maillan et Garlin de la manade Desbaumel. Voilà, en ce qui concerne donc ces votes, on rappelle le mail d'ailleurs pour nos téléspectateurs s'ils souhaitent voter. Noir et blanc TV @yahoo.fr, mais maintenant c'est fini jusqu'à l'Anquebeng. Christophe, puisqu'on ne votera pas pour le mois de novembre, il reste encore une poignée de courses et la saison se termine doucement, nettement, quand même me le faire dire Christine Rouchès. Joli adverbe en tout cas. C'est tout pour l'actualité de ce soir, Patrick. Merci beaucoup, Christophe. On le disait tout à l'heure, le derby et Croco Hebdo, c'est la suite de cette soirée ce soir sur Télémiroir, la rediff de Noir et Blanc. Merci à la régie, merci Christophe. On précise que Croco Hebdo, ce soir les invités, aux côtés de Pierre-Paul Castelli, Patrick Chian, Olivier Martinez. Ce sera Moussa Sidibé, donc Stéphane Auvray, sur le départ du Nîmes Olympique, qui sera présent en plateau pour bien commenter les meilleurs moments de Nîmes Olympique et Auxerre-l'Avignon avant le déplacement périlleux de vendredi sur la pelouse de Clermont Foot.
Merci Christophe, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée, au revoir.